Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Guacamolesque de Beta Publisher. Cet épisode est issu d'une conférence donnée le 21 juillet 2023 lors de la soirée des livres la nuit organisée à Salon de Provence. Découvrez avec Sabine Lauré et Camille de Decker, éditrice aux éditions Beta Publisher, comment elle fait bouger et modernise le monde des romans. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, là, c'est le début de la conférence sur l'édition. Tout à fait, il paraît. Donc, je vous présente Camille de Decker. Enchantée. Donc, Camille a créé Beta Publisher. Beta Publisher. Il est tard, il est 22h passé. Je n'ai pas bu, mais je devrais boire. C'est tout comme. Donc, Beta Publisher, c'est une maison d'édition que tu as fondée en 2016. Tout à fait. Déjà. Et cette maison d'édition a choisi de se démarquer en adoptant une approche différente. C'est souvent le cas quand on veut se démarquer, oui. Voilà. Originale aussi. Donc là aussi on se démarque. On a notamment donc dans les points innovants le choix de la transparence. Ouais. Au niveau donc des livres et de l'édition en général. Exactement. Bah déjà ceux qui ont acheté du coup des livres au stand, si vous regardez à la fin, bon sauf la romance qui est du coup c'est au milieu, il y a des petits graphiques en fait qui vous expliquent un peu la répartition du prix du livre. Voilà, sur le livre que vous avez acheté. L'idée c'est de montrer en fait, c'est d'expliquer aux gens parce qu'il y a beaucoup de lecteurs en fait qui ne savent pas du tout comment marche le monde de l'édition, la chaîne de l'édition, comment ça fonctionne, qui touche quoi, comment, quand, etc. Donc du coup le petit graphique à la fin vous permet de voir en fonction des canaux que déjà nous si vous achetez un livre chez Amazon ou en librairie ou directement par nous on touche pas la même chose en fait et les auteurs ne touchent pas la même chose non plus. Donc il y a aussi toute cette réflexion là autour de l'édition que je trouve intéressante. C'est quand j'ai créé la maison en fait je n'ai fait aucune étude dans le monde de l'édition. J'ai fait des études, j'ai fait une prépa littéraire, après j'ai fait une école de commerce. Et après un master en logistique et supply chain qui n'a aucun rapport. Voilà, j'ai fait un autre master en finance et comptabilité qui n'a aussi aucun rapport. Et après, j'ai créé ma maison. Donc, j'ai jamais travaillé dans le monde de l'édition. Je n'avais aucune expérience de quoi que ce soit. Et je me suis dit, j'essaye. Donc, j'essaie de trouver des informations sur Internet. Et je n'ai rien trouvé. Vraiment rien. Genre, je ne savais pas comment, est-ce qu'il y avait des bonnes manières d'éditer un texte, est-ce qu'il y avait des corrections qu'il fallait faire à tout prix, est-ce qu'il y avait des mises en page à respecter particulières, est-ce qu'il y avait des codes à faire pour les couvertures, tout ça, enfin plein de questions qu'on se pose en fait au fur et à mesure de la création d'un livre et comment la chaîne du livre fonctionne. Et donc à partir de là, je me suis dit c'est quand même dommage. Moi, j'ai appris au fur et à mesure, j'ai fait des erreurs évidemment. On en fait tous, mais c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, j'ai fait des erreurs, j'ai essayé des choses et je suis tombée sur des auteurs qui étaient très compréhensifs et qui étaient surtout dans la volonté de m'aider et de me dire moi j'ai vu qu'on faisait comme ça dans telle maison, est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique à adopter, etc. Donc il y en a qu'on a prises, il y en a qu'on n'a pas prises et on a un peu fait notre sauce un peu tous ensemble. Et donc l'idée c'était de donner, avec en tout cas l'idée de transparence, une idée au lecteur de comment dans le livre, en fait dans le prix du livre, comment était à peu près la répartition. Je peux pas vous donner tous les pourcentages parce qu'en plus toutes les maisons négocient leurs pourcentages avec leurs revendeurs. C'est très particulier de ce côté-là. Tout le monde fait un peu à sa sauce, même s'il y a des règles de base, on va dire, à respecter. Mais par exemple, les grosses maisons d'édition ne sont pas traitées de la même manière que les petites maisons d'édition. Voilà. Et en plus, nous, on passe par l'impression à la demande, ce qui est encore différent d'une maison d'édition classique. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'impression à la demande ou pas du tout ? Pas du tout. Magnifique. Alors, on peut t'expliquer. Juste une petite question. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer une maison d'édition ? C'est parce que vous étiez auteur et que vous vouliez... Pas du tout. Alors, vous intéressiez à ceux qui écrivent des livres et que... Ouais. Non, en fait, j'ai créé une maison d'édition parce que j'aimais beaucoup lire. C'est bête, vraiment, comme idée. Vraiment, j'aimais beaucoup le monde des livres. Et en fait, j'ai un peu menti. J'ai fait un stage en 3e de 1 semaine chez Gallimard que j'ai détesté. Ça a été l'une des pires expériences professionnelles, en 3e, si on peut appeler ça professionnelle, de ma vie. Vraiment, c'était un calvaire. J'ai passé toute une semaine à mettre des virgules dans un texte. Vraiment, c'était horrible, sauf le dernier jour où je suis allée chez Air France Magazine, qui appartient à Gallimard. Et là, c'était génial. J'ai passé un super moment. Les filles étaient très gentilles. Et j'ai appris plein de choses sur les magazines, mais j'ai pas du tout fait un magazine au final. Et donc, du coup, non, vraiment... l'idée de faire ça, c'était rien à voir. C'était votre goût pour la lecture. Ouais.
Et c'est un monde qui vous attire. C'est ça, mais c'est un monde auquel je ne connaissais absolument rien. Donc vraiment, c'était un pari de se dire, j'ai pas de prêt, je suis pas endettée, j'ai pas d'enfant, vraiment autant le tenter maintenant avec le soutien de ma famille, de mes amis, et puis voir après comment ça se passe. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Si ça marche, c'est une aventure comme une autre, et voilà, et c'est super. Du coup, la question c'était l'impression à la demande. L'impression à la demande. Ok, alors normalement dans le monde de l'édition traditionnelle, voilà comment ça se passe. Je suis éditeur, du coup, j'imprime mes livres. Pour imprimer les livres, je vais voir mon imprimeur et je lui dis voilà, je voudrais imprimer 1000 exemplaires de ce livre-là. Très bien. Ça me coûte, mettons, 10 000 euros. Donc j'imprime mes 1000 livres. Ensuite, je vais voir ce qu'on appelle un diffuseur, qui est en fait un commercial, d'accord, qui va dans les librairies et qui pitch les livres, en fait, aux libraires. Donc je dis à mon diffuseur voilà, j'aimerais que vous pitchiez ce livre-là. Très bien. Donc il va dans les librairies commandent ou pas le livre, ça dépend. Et ils se font ensuite livrer le livre par un distributeur. Donc on a l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, ensuite le libraire et ensuite le lecteur. Déjà, on a une chaîne assez conséquente, sans vous parler de ceux qui participent à la création du livre, où là c'est encore plus conséquent. Donc ça, c'est la chaîne de distribution-diffusion du livre. Une fois qu'on a ça, il y a plusieurs possibilités. Vous allez en librairie, vous êtes lecteur, très bien, vous achetez le livre, c'est super. Sauf que la librairie, elle en a commandé 10, elle n'en vend que 5. Et elle a le droit, en fait, de retourner les livres. Donc elle dit, voilà, moi ces livres-là, j'en veux plus. Donc elle appelle le distributeur et elle dit, vous me les reprenez, ils repartent. Donc ils remontent la chaîne et ils vont jusqu'à l'éditeur. Et en fait, en tant qu'éditeur, il y a pas mal de petites maisons d'édition qui se créent et qui meurent très vite parce qu'en fait, elles ne calculent pas le poids financier du retour. Parce qu'en plus, le retour, soit elles ne peuvent pas l'écouler, donc elles se retrouvent avec de l'argent en fait qui est dans un livre qu'elles ne peuvent pas vendre directement, soit elles sont obligées de détruire le livre, et détruire le livre, ça coûte de l'argent. Donc, il y a plein de maisons qui, avec ce calcul-là, en fait, se font avoir et rapidement se disent, en fait, j'ai pas les moyens de gérer ça et ça me coûte trop cher, donc j'arrête. Donc, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'impression à la demande. Quand j'ai commencé en 2016, c'était quelque chose qui était un peu de côté, que les gens connaissaient pas trop. Et maintenant, les grosses maisons s'y mettent parce qu'en fait, ils font une différence dans leur catalogue. Il y a ce qu'on appelle des livres, on va dire, qui sont des livres de tête, c'est-à-dire on sait ce livre-là, il va se vendre tant d'exemplaires, ça va être génial, ça va être un carton, on va miser à fond dessus, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des locomotives. C'est des livres qui font tenir la maison d'édition parce que ça vend. Et derrière, il y a d'autres livres qui en fait sont des livres, souvent les éditeurs se disent moi ça me plaît, je pense que ça a du potentiel, etc. Mais ça rencontre pas forcément le succès qu'ils attendaient. Et en fait, ces livres-là, ils disent je vais le tirer à 1000 exemplaires. Et en fait, ces petits tirages, ça passe en impression à la demande de plus en plus pour les grosses maisons d'édition. Parce que ça leur permet, en fait, économiquement parlant, de s'y retrouver, de pas avoir de retour et de pas détruire les livres. Mais quand j'ai commencé, c'était pas quelque chose qui était très répandu. Et en fait, moi, je suis arrivée, j'ai dit voilà, je voudrais trouver un moyen qui économiquement me permette de tenir sur le long terme, de voir si ça marche et tout. Donc le principe, c'est quand vous allez en librairie, moi mon principe c'est de faire de la com. Donc je dis voilà, je fais de la com par exemple pour les Nocturnes de Anthony qui est juste derrière là. Je dis voilà, achetez les Nocturnes, c'est trop bien, parfait. Donc vous allez en librairie, vous dites je voudrais les Nocturnes. Le libraire vous regarde, il fait je connais pas. Très bien, pas de souci, il va sur son site pour commander le livre, il peut commander le livre. Parfait, il commande le livre et en fait à partir du moment où la commande était mise, elle arrive directement à l'imprimeur, qui est mon imprimeur à moi, et en fait il imprime le livre au moment de la commande. Donc en fait le livre n'existe que parce qu'il a été commandé. Donc ensuite le livre remonte la chaîne et il arrive jusqu'au libraire et donc jusqu'au lecteur. La différence en fait de cette chaîne-là, c'est que moi je n'ai pas dépensé 1 centime pour l'impression de ce livre. Pas un. Ça ne m'a rien coûté que vous ayez ce livre entre les mains. Néanmoins, je touche moins d'argent sur le livre. Ça me coûte plus cher parce que je l'imprime à la demande, donc à l'unité. Mais en soi, je n'ai pas dépensé 1 centime. Donc je gagne moins, mais je dépense beaucoup moins aussi. Voilà, donc c'est un équilibre économique à trouver. Après, j'ai beaucoup moins d'impact sur la communication parce que je n'ai pas engagé de diffuseur qui est allé voir le libraire, qui a dit « Sabine, achète les Nocturnes, c'est génial dans ta librairie, ça va partir, ça va faire un carton. » Voilà, j'ai pas ce travail-là, moi, en amont. Donc c'est plus difficile de faire connaître les livres, mais économiquement parlant pour la maison, c'est beaucoup plus facile à tenir. Voilà, c'est plus pérenne, on va dire. Et puis ça gaspille moins parce que j'ai pas de livres détruits, j'ai pas ou très peu de retours, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple à gérer, on va dire. Et comme on n'est pas nombreux dans la maison, c'est aussi un atout. Alors on peut du coup parler des réseaux sociaux, du numérique par rapport à la diffusion du livre, puisque le diffuseur n'existe pas, ouais. Et que pour pouvoir faire connaître la maison d'édition, les auteurs, les livres, puisque le principe est quand même de vendre des livres, donc on s'appuie sur autre chose qu'un diffuseur.
autre chose qu'un diffuseur, c'est-à-dire ses propres moyens, quelque chose qui coûte pas cher et que tout le monde a, les réseaux sociaux. Voilà, c'est la première porte d'entrée des petites maisons d'édition dans vos vies pour arriver à se faire connaître et à vous dire achetez mon livre, il est génial. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'essor du coup des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux, il y a beaucoup de portes d'entrée qui s'ouvrent soit aux petits éditeurs, soit aux auteurs indépendants. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se lancent en auto-édition et qui se disent bah, moi aussi je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais imprimer mes propres livres, je vais faire mon propre travail et toucher l'argent directement, etc. Il y en a qui en vivent, vraiment, et c'est super, mais la majorité, quand on va pas se mentir, n'en vivent pas. C'est comme la majorité des auteurs publiés en maison d'édition ne vivent pas de leurs écrits. C'est un mythe, genre, ils doivent être 2%. Et c'est les plus gros, c'est les Musso, c'est les Notons, c'est ceux que vous allez retrouver chez Au Point Relais ou ce genre de choses. Ceux-là, ils vivent de leurs écrits, les 99% ne vivent pas de leurs écrits. T'es enregistré, David. David est enrhumé. David est enrhumé. Parenthèse, voilà. Donc le moyen le plus sympa en fait pour se faire connaître, développer une image, faire connaître les auteurs, les livres, etc. Ça reste les réseaux sociaux. Donc ça c'est une super porte d'entrée pour promouvoir les livres, pour discuter directement avec les lecteurs, pour faire aussi connaître les auteurs directement. C'est aussi un très très bon moyen. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les réseaux sociaux ? On peut faire des lives, on peut faire des événements. Et en plus, les réseaux sociaux, en plus d'être un très bon moyen de communication, c'est aussi quelque chose qui est dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Voilà, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Donc ça va aussi impacter, on va dire, les thèmes de certains romans ou la manière d'écrire de certains livres. On va adapter les formats, on va voir ce qui marche. Par exemple, TikTok marche super bien, Instagram aussi marche super bien. Donc on est sur des réseaux où en fait la consommation a changé de divertissement. On passe moins de temps, on a moins de romans qui sont épais comme ça. On n'est plus sur des romans plus courts, plus rythmés. On est sur un produit de consommation qui va vite, parce que les gens aiment quand ça va vite aujourd'hui. Donc il faut en tant qu'éditeur arriver à s'adapter, voir quelles sont les tendances, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi, et à trouver par là soit de nouveaux canaux pour le livre, donc des livres interactifs comme par exemple la romance, ou des livres dont vous êtes le héros, ce genre de choses, des formats courts, ou alors intégrer carrément des extraits de réseaux sociaux dans les romans par une mise en page particulière. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que les réseaux sociaux et le divertissement de manière générale, ça joue énormément en fait sur le livre. On dirait pas comme ça, on dit le livre c'est un livre, mais en réalité on aurait commencé à publier des premiers livres sur du papier toilette. Aujourd'hui je vendrais des papiers toilettes là, juste devant, et ce serait autre chose. Mais je pense que le livre aujourd'hui est un support et qu'on peut tout à fait avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, arriver à plus encore aller au-delà de l'histoire en fait. Le livre est un support papier, on raconte de super histoires, mais ce qui est intéressant c'est pas le support, c'est évidemment l'histoire à l'intérieur, l'univers qu'on crée, et grâce aux réseaux sociaux et aux intelligences artificielles, à toutes les nouvelles technologies, on peut faire encore plus. On peut vraiment, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français, expand. S'élargir. Ouais, voilà, élargir vraiment l'univers et le développer avec différents canaux. Alors, quand on est une maison d'édition de nouvelle génération, qu'on va éditer donc des livres qui sont tendance, j'espère. Alors, quel est aujourd'hui le livre que tu ne vas pas éditer ? Quel est le livre qui ne se vend pas ? Et de ce fait, quels sont les courants qui aujourd'hui font parler d'eux et sont bankable. C'est très particulier comme question. Elle n'était pas dans la liste que vous avez répétée. Non. Alors, mais on a tout fait dans le désordre. On a tout fait dans le désordre. Les romans aujourd'hui que je ne publierai pas. C'est une excellente question. Est-ce que ça serait du roman d'ailleurs ? Est-ce que ça serait... Vu que la maison d'édition ne fait que du roman, oui c'est sûr, on vient me voir avec de la poésie ou des nouvelles, je ne peux pas le publier, pas que je n'en ai pas la volonté, c'est juste que je n'ai pas le public que j'ai développé n'est pas un public qui lit ce genre de choses, je ne saurais pas comment le communiquer, je ne saurais pas faire plein de choses en fait. Donc je ne servirais à rien entre guillemets, la poésie pourrait être extraordinaire, si moi je me dis derrière je n'ai pas la capacité à le vendre, voilà, ça n'a pas d'intérêt pour l'auteur autant que pour moi. Donc ça c'est sûr. Après je pense qu'aujourd'hui il y a des choses, il y a des genres qui marchent aujourd'hui mieux que, ou en tout cas qui aujourd'hui on va dire explosent pour des raisons un peu obscures, on va dire, je ne saurais expliquer. Par exemple la romantaisie marche très très bien. Je sais pas si vous savez ce que c'est que la romantaisie. Oui, de la tête. La romantaisie, en fait, c'est de la fantaisie, donc c'est un monde imaginaire complètement. Et en fait, il y a un
axe de romance qui est clé. En fait, c'est une romance qui se passe pas dans notre monde. Voilà, ça c'est de la romantaisie. Donc la romantaisie marche très très bien. Vous dire pourquoi, je ne saurais pas pourquoi ça a explosé du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de séries Netflix qui sont sorties, il y a eu beaucoup de ce genre de choses qui ont alimenté ça, mais l'origine du point, je ne sais pas. C'est comme tout d'un coup avec Twilight, l'explosion des vampires. Voilà, c'est un point, on ne saura jamais l'expliquer, mais en tout cas ça a créé de l'engouement, etc. pour le fantastique, pour les loups-garous, pour tout ce genre de choses. Donc il y a des genres aujourd'hui qui marchent, parce que tout le monde en fait, parce que ça se vend, parce qu'il y a des gens qui sont connus, parce qu'il y a des histoires qui se développent et tout, donc ça c'est sûr. Tes autres questions, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu édites qui fonctionne? On édite la romantaisie qui fonctionne très bien. La romance marche très très bien. De manière générale, la romance est un genre sûr en France. Depuis des années. Depuis des années, c'est comme le polar. Oui. C'est un genre sûr en France, mais il y a des genres en France où vraiment ça marche. Il y a d'autres genres qui ont un peu plus de mal. Mais ce qui est très étrange, c'est que le public français a une espèce... Je ne parle pas du tout pour vous, mais de manière vraiment générale, le public français a pas une aversion, mais on dit oui, par exemple, je lis pas de fantastique, je lis pas de fantasy, c'est pas pour moi et tout. Et alors qu'en fait, quand on creuse un peu sur ce qu'ils lisent et tout, ça va lire du Stephen King, ça va lire ce genre d'auteurs qui sont des auteurs américains, anglo-saxons de manière générale, alors qu'en fait, ce sont des auteurs de fantastique et de fantasy, voire d'horreur, etc. On dit oui, mais nous on fait ça en français par des Français. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Donc en France, il y a une espèce de pas de snobisme, mais d'aversion du français, des auteurs franco-français qui font du fantastique, qui font de la fantasy. Ils préfèrent se tourner vers des Américains, vers des Anglo-Saxons en traduction, plutôt que vers les Français. Donc je ne sais pas pourquoi, je cherche encore la solution à cette réponse, à cette question plutôt, et je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de blocage souvent. Peut-être qu'ils se disent c'est moins bien, je sais pas. Alors qu'on a de très très bons auteurs en fantastique et en fantasy qui s'exportent très bien et puis qui reviennent en France. On se dit ah, il a été traduit de l'américain. Bah non chérie, en fait il est français, donc c'était déjà du français, mais il a marché là-bas, donc il revient en France. Donc ouais, ces genres-là, ça a du mal à prendre, mais je pourrais pas dire pourquoi. Après, c'est plus facile peut-être de dire je lis un auteur qui est connu, donc je lis de Stephen King, donc ça me positionne par rapport à d'autres lecteurs ou d'autres personnes. Ouais. Par contre, je lis du Anthony Lucchini. Voilà, c'est absolument... Anthony, il en prend pour son grade. Je le vois sous les yeux, donc c'est pour ça. Pas encore. Vous êtes bientôt traduit. Donc la traduction en japonais, c'est pour bientôt. Manga. Et donc il y a certainement de ça, parce que ça donne... Pourquoi, quand on a un prix Goncourt, tous les gens se précipitent sur le prix Goncourt, c'est de dire j'ai lu le Goncourt. Et après est-ce que ça apporte plus de choses que de lire Anthony Lucchini, non, je ne crois pas. Non, oui, après, oui, c'est vrai. En France, il y a un regard sur le livre qui est très différent des pays anglo-saxons. On est très snob sur le monde du livre. Un livre, c'est un objet vraiment à part en France. La lecture est une activité à part. C'est très, très particulier comme truc. Je ne sais pas pourquoi. En Angleterre ou aux États-Unis, ils n'ont pas du tout ce même rapport aux livres ou aux auteurs. Quand on fait la première fois qu'on a fait des salons, c'était très marrant. On a fait un salon en Belgique. Les Belges étaient super contents, ils venaient nous parler, c'était facile et tout. Et quand on fait un salon, par exemple, en France, tout d'un coup, les lecteurs, ils étaient là, ah, vous êtes auteur. Et il y avait cette espèce de barrière qui s'est installée, où tout d'un coup, les auteurs étaient vraiment à part. Ils étaient mis sur un piédestal, il y avait une vraie différence entre moi, lecteur, et la personne de l'autre côté de la table qui est auteur. Il y avait vraiment cet espace-là, alors qu'en Belgique, pas du tout. Donc je sais pas, en France, il y a cette espèce de culture de la littérature, de la haute littérature, voilà, qui à mon sens n'a pas lieu d'être, mais cette espèce de, on a baigné là-dedans et du coup. Il y a des choses très, alors j'allais dire très rigolotes, mais c'est pas rigolo du tout en fait. Si vous êtes de Salon, vous connaissez un peu Salon, et il y a un événement qui se produisait donc il y a quelque temps devant la mairie, début août, avec des locomotives, comme tu dis, des têtes d'affiche, des prix, etc. Et donc les gens viennent parce que ce sont des gens qu'on voit à la télévision, dans les magazines, et ils sont contents de se faire dédicacer. Alors que bon, un auteur lambda d'une maison d'édition peu connue
Et ben donc un lecteur va peut-être venir, il va dire je vous connais pas, il va pas tenter sa chance. Et c'est très dommage parce que dans ce cas-là, on s'arrête à un nom, on s'arrête à une maison d'édition et on s'empêche de découvrir autre chose. Mais c'est purement français peut-être. De ce que j'ai vu, oui. De ce que j'ai vu, oui, c'est assez français comme. Après, oui, il y a toujours le nom qui fait que, voilà, si par exemple on adore John Green, et John Green, c'est son prochain livre, on va acheter John Green parce qu'on a confiance dans ce qu'il écrit. Et voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais acheter un livre pour un nom, voilà, je pense qu'il y a un côté assez français à la chose, de ce côté-là. Voilà, donc l'idée, c'est de faire les choses différemment, d'arriver à toucher le lecteur de manière différente pour qu'il sorte de ses préjugés, peut-être. Et de se dire, voilà, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles technologies, j'arrive à toucher un lectorat différent. Surtout avec les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, il faut arriver aussi à leur dire, on existe, on est là. On n'est pas sur Netflix, pas encore, mais on arrive. Voilà, donc il faut arriver à créer une communauté. Ouais, c'est ça. Il y a la question de la communauté qui se pose beaucoup, surtout que les gens sont sur Instagram, en tout cas, ou sur TikTok. T'as combien de followers, etc. Et tout. Donc il y a cette espèce de pression aussi qui marche beaucoup pour que ce soit pour les auteurs aussi qui créent leur propre image sur les réseaux sociaux et qui s'en servent beaucoup comme levier de vente et de communication directe avec le lecteur. Donc ça, c'est super facile et c'est très simple et c'est très sympa parce qu'au moins le lecteur, il a un avis directement sur son livre, il sait... Parce qu'avant, on vendait un livre et puis on savait pas où il allait, on savait pas ce qu'il devenait, on savait pas si ça avait plu ou pas. Sauf si la personne revenait à un salon et disait « Ah, j'ai adoré votre dernier livre, c'était un chef-d'œuvre, c'était vraiment une merde, j'ai détesté. » Voilà, il y avait les deux possibilités d'attaque. Là, au moins, sur les réseaux sociaux, on peut échanger avec les gens, on peut faire un retour, on les remercie et tout. Je trouve ça beaucoup plus sympa de ce côté-là, c'est cool. Mais après, ça a aussi des dangers, les réseaux sociaux. Il faut arriver à équilibrer tout ça. Mais c'est cool. Comment on se dit, par exemple, pour une romance, je vais faire un livre interactif, un livre qui va se prendre au début comme à la fin, ou qui va intégrer des contenus. Haha. On se dit pas grand-chose. Oui. Ouais, non. Pour la romance, du coup, en question, j'ai un chat dans la gorge. Ah, c'est pas le rhume. Non, pourtant j'ai un chien, ça n'a aucun rapport. Ouais. Mais ouais, non, en fait, pour écrire la romance, je me suis dit la chose suivante, tiens, j'aimerais bien faire une couverture qui peut se prendre dans les deux sens. Vraiment partir de la couverture et me dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Donc, ok, c'est joli sur le papier de faire ça et de se dire, ah là là, j'adorerais que les gens ils retournent le truc et que ce soit pareil. Ok. Maintenant, quand j'ai ça, j'en fais quoi? Est-ce que j'écris quoi comme histoire? Je me dis, il faut écrire une histoire avec un choix, tant qu'à faire, parce qu'au moins qu'il y ait un aspect un peu justifié de ce délire graphique. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un truc à choix. Qu'est-ce qui pourrait être à choix, qui serait facile à écrire, qui serait simple, pas prise de tête. Et je me suis dit tiens, un genre que je lis absolument jamais, écrivant une romance. Grand bien m'a fait. C'est très compliqué en réalité d'écrire une romance. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué, que ça me prendrait autant de temps. Je pensais qu'en un mois je pensais avoir plié le truc, me dire ça y est, c'est bon, ça va vite. En fait pas du tout, j'ai galéré de folie parce que écrire, en fait avant j'écrivais du coup la série policier et les autres auteurs de la maison écrivent soit des policiers, soit du fantastique, donc c'est des mondes en fait qui requièrent beaucoup de construction, beaucoup de réflexion en amont et se dire voilà mon enquête, où elle va, j'ai des indices, je suis un fil conducteur, voilà, etc. Où je fais de la fantaisie, j'ai créé un monde, il y a des personnages, il y a des actions et tout. Dans la romance, en réalité, il se passe rien. Genre, il n'y a pas de moment avec une enquête, il n'y a pas de révélation, il y a rien en fait de dynamique par nature dans une romance. Et ça a été une grosse découverte me concernant. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'écrire du quotidien. Elle va se lever, elle va prendre le petit-déj, elle va sortir le chien. Et il faut rendre tout ça sympa à lire, drôle. Enfin voilà, il faut trouver des trucs et astuces pour arriver à rendre la lecture dynamique. Et je ne pensais pas avoir autant galéré sur la chose. A priori, j'ai réussi. Voilà, pour ceux qui ont acheté, vous me direz si c'est le cas ou pas. Hein, voilà. Mais a priori, des premiers retours que j'ai eus, ça se passe plutôt bien, ça se lit bien. Oui, ça tout va. à fait. Ok, très bien. C'est facile à lire, je voulais que ce soit une comédie, etc. Donc il a quand même fallu que je mette des petits points d'action de temps en temps pour faire bouger un peu les choses. Mais ouais, c'était assez compliqué. Donc le délire de faire une romance interactive, c'est vraiment venu d'une envie graphique de faire ça. Et parce que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse des romans dont vous êtes le héros. Voilà, où on allait d'une page à une autre et puis on mourait
lamentablement à chaque fois presque, parce que j'étais pas très douée, je pense, je faisais pas forcément les bons choix. Et du coup, je voulais retrouver un peu cette sensation d'avoir du choix et de se dire, tiens, si j'influais sur l'histoire de mon personnage, qu'est-ce que ça donnerait? Donc voilà, donc j'ai ce délire-là. Alors là, tu nous parles de graphique, mais on sait, pour toutes les personnes qui te connaissent, que tu es quand même très branché Internet, numérique, MSN, AOL, tout ça. Non, mais et donc c'est d'avoir des contenus augmentés par rapport au livre. Ouais. Pourquoi, comment Toujours un délire de graphiste. Ouais. Non, alors oui, c'est vrai, on a certains romans où en fait on a des QR codes dans les romans. Alors on les a pas, si on en a là. On a par exemple Sarah, là, l'intelligence artificielle, le pouvoir de l'intelligence artificielle, où on a inséré des QR codes dans le roman. On a réfléchi beaucoup avec l'auteur. On avait déjà fait en amont sur un autre polar. Et en fait, la réflexion est venue de cet autre polar qui est un polar sur la guerre froide. Période historique, en fait, où je me suis rendu compte que je n'y connaissais absolument rien. Et l'auteur était spécialiste de la guerre froide. Bon, il est toujours parce qu'il est toujours vivant. Et du coup, il m'a dit est-ce que tu as vu les références historiques que je fais? Je dis bah non, Aymeric, j'ai pas vu parce que moi je connais pas en fait. Donc pour moi, tout ce que tu me racontes, c'est de la fiction. Il me dit non, il y a plein de c'est très réaliste, il y a plein de choses qui se sont vraiment passées et tout. J'ai fait bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des QR codes dans le texte où en fait les gens vont scanner et ils vont avoir soit une vidéo, soit un audio tourné sous forme d'un rapport espion qu'on enverrait à un espion en fait. Avec des archives en fait qu'on a pris de la guerre froide pour expliquer aux gens des points historiques, des moments clés de la guerre ou des façons de faire des guérillas ou ce genre de choses de l'époque. Et donc du coup on a fait ça ensemble et c'était super sympa. Et en fait le roman peut se lire. La question qu'il faut se poser quand on fait ce genre un peu de gadget, c'est de se dire il y a des gens qui vont le faire et il faut pas les sortir de la lecture, il faut que ce soit cohérent avec le texte. Donc par exemple, pour une romance, je vais pas mettre un QR code au milieu parce que ce serait complètement incohérent dans l'histoire et la manière de lire. Donc ça c'est non. Mais pour le polar, ça se prêtait bien. Le faire sous un rapport espion, c'était cohérent avec l'univers du livre. Et il fallait aussi que le livre puisse se lire sans scanner les QR codes. Parce qu'il y a des gens qui ne le feront pas, qui ne le feront jamais, qui ne seront jamais intéressés par ce genre de gadget. Donc il fallait que les deux... que l'un soit indépendant de l'autre et que l'autre apporte quelque chose à l'un sans briser en fait le contrat que fait le lecteur quand il lit un livre, c'est-à-dire c'est un contrat où je dis je crois tout ce que je vais lire. D'accord ? Et il faut que tout soit cohérent et que tout matche. Donc il fallait faire ce rapport-là. Donc on l'a fait pour l'Étoile d'Orion et on l'a refait avec Sarah, du coup l'intelligence artificielle, où là on est encore sur un polar d'anticipation, etc. Donc les QR codes marchaient très très bien et on a tourné des vidéos avec des acteurs, avec Jérôme Kerzier qui est un médecin qu'on entend de temps en temps sur Europe 1, voilà, qui joue son propre rôle en 2025 sur la pandémie d'Ebola. Donc il est interviewé comme s'il gérait la pandémie d'Ebola à Paris. Enfin voilà, c'était très très sympa à jouer. Il y a beaucoup de gens qui se sont prêtés à l'exercice et c'était très cool et ça apporte une autre dimension au livre en fait. Ça l'enrichit. On a l'impression vraiment de vivre la pandémie, de se dire tiens, il s'est passé quoi ? Bon, on en a vraiment vécu une après coup, donc c'est moins captivant. Mais voilà, c'était un peu ce pari-là de se dire je parie sur les nouvelles technologies pour arriver à rendre le livre beaucoup plus épais en fait et se dire tiens en fait c'est pas juste du papier. Sur le papier, il y a des vidéos, il y a des audios. Il y a de l'interaction, il y a d'autres choses qui font que ce monde-là s'enrichit et devient réel, entre guillemets. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi au passage. Hein. Moi j'avais une question. Dites-moi. Pour vous, un livre qui rencontre son public, c'est un livre qui fait combien de ventes ? De ventes. Waouh. Alors, à mon petit niveau, un livre qui fait entre 1000 et 1500 ventes est un livre qui se vend bien, vraiment bien. Au niveau de Gallimard, ce livre est inexistant. Très clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Mais dans le principe d'une maison d'édition indépendante, en impression à la demande, avec une communication qui se limite aux réseaux sociaux et au salon, 1500 ventes est un bon... Ouais. Donc un auteur qui arrive un peu à capter un public comme ça, un peu régulier, ouais. Il peut construire en fait... Il peut tout à fait construire. Et d'ailleurs, le rôle de l'auteur dans les petites maisons comme la nôtre est vraiment crucial. C'est-à-dire que si l'auteur ne fait absolument aucune communication, n'en parle à personne, ne va à aucun salon, ne se montre pas, j'aurais beau faire toute la communication du monde derrière, si lui ou elle n'existe pas sur les réseaux ou physiquement devant des gens, le livre ne se vendra pas. En tout cas, il se vendra beaucoup moins bien que si l'auteur derrière fait un travail de présence,
en parle à ses proches, en parle à son travail, va sur les réseaux sociaux, se fait connaître, fait des interviews, fait des démarches pour se faire voir dans sa région, par exemple, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est assez marrant, parce que après, dans le monde de l'édition, on commence un peu à tous se connaître dans le monde des petites maisons d'édition, on fait tous les mêmes salons, on se voit régulièrement et tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que la maison d'édition, du coup, la mienne, donc j'habite à Paris, donc c'est une maison d'édition parisienne. Déjà, quand on dit ça, les gens, ils sont « Wow, c'est Paris ». Pas du tout, voilà, c'est vraiment... mais c'est Paris avec Paris, c'est Paris avec Emily. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, je me suis un peu renseignée auprès d'autres maisons qui sont des maisons d'édition régionales, donc il y en a en Bretagne, il y en a dans le sud de la France, il y en a partout et tout. Et elles m'ont dit « Ah oui, moi j'ai une aide de ma région, moi j'ai une aide de ma mairie, moi j'ai plein d'aides. » Et j'étais là « Mais moi j'ai pas eu d'aide du tout, genre à Paris, il y a personne, on n'existe pas. Si on n'est pas une grosse maison d'édition, ben, on n'est pas non plus une maison d'édition indépendante régionale. » L'Île-de-France, on n'en parle même pas. Donc c'est très compliqué. On a tout de suite cette espèce de qualificatif à Paris où c'est maison d'édition, tu te débrouilles tout seul, tu es une grande maison parisienne, tu te débrouilles, tu fais ton truc. Alors que dans les régions, pas du tout, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'aide, il y a des petits salons comme ici. Enfin, moi, ça, à Paris, il n'y en a pas, à part des braderies une fois l'an. Mais bon, la braderie, c'est pas pareil. Donc il n'y a pas du tout ce même genre d'écosystème qui permet de vraiment développer une communauté à l'endroit où on est, où on se développe pour grandir beaucoup plus vite. Donc c'est plus difficile. Donc si l'auteur fait ça lui dans sa région, par exemple comme fait Anthony en me disant viens un salon de Provence, viens un salon salon de Provence, salon de Provence, voilà, et ben c'est très bien parce que du coup moi ça me permet de faire connaître Anthony, de faire connaître d'autres auteurs de la maison, de créer des conférences, etc., de parler. Ça me change de Paris aussi, il fait beaucoup plus chaud ici. Puis il a une piscine. L'un dans l'autre, j'ai dit fais mon choix. Voilà, donc il y a pas mal de choses aussi que l'auteur dans les petites maisons, et il y en a plein qui ne réalisent pas. L'auteur a vraiment un rôle à jouer dans les petites structures pour se faire connaître son livre et voilà, et rencontrer son public, très clairement. Et le choix de l'auteur, c'est quoi? Non, c'est au faciès. On peut passer un quiz. Est-ce qu'il y a une thématique sur son livre? Alors, il y a différentes manières de choisir un manuscrit. Soit la maison d'édition se dit j'ai pas de demande, donc elle fait un appel à manuscrit. Donc les gens déposent leur manuscrit. Après, il y a toutes les maisons n'ont pas les mêmes fonctions, les mêmes manières de fonctionner pour lire un manuscrit. Moi, je sais qu'on fait des appels à manuscrits, on prend les textes, je demande toujours une 4e de couverture, un résumé détaillé avec spoiler inclus, donc voilà, je veux tout savoir de l'histoire de A à Z, je m'en fiche d'être, même si c'est un polar, je m'en fiche, et le texte, et une bio de l'auteur. Voilà, donc quand j'ai ces 4 éléments, en fait, avec ces 4 éléments, moi, je ne lis que les 50 premières pages du livre. Et avec ça, en fait, je sais si le style me plaît, si l'histoire, au final, elle tient la route ou pas. Est-ce que l'arc narratif me semble cohérent ou pas. Est-ce que il y a des fautes, très clairement. S'il y a des fautes à tous les mots, je veux bien que le texte soit extraordinaire, mais au bout d'un moment, enfin voilà, quoi, il faut travailler un peu. Donc, si tous ces éléments-là sont réunis, et je me dis, tiens, le style est génial, l'arc narratif, il est béton, et ben je continue à lire le texte. Si je trouve qu'au bout de 50 pages, je me dis, tiens, c'est quand même, il y a déjà des faiblesses, il y a déjà des incohérences. Et si je lis l'arc narratif et je me dis, tiens, ça confirme mes impressions, de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de le faire, on voit vite les tropes, on voit vite comment les gens écrivent, il y a pas mal de choses qu'on repère assez facilement. Et donc on se dit, ça oui, ça non. Après, il y a un aspect, et ça, je ne cesserai de le répéter, ultra subjectif à la sélection d'un manuscrit. Vous pouvez envoyer un manuscrit et que moi il me plaise et je me dis mais c'est génial, l'envoyer à la maison d'à côté, je dirais mais c'est quoi cette daube. Voilà, c'est vraiment très 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 personnel, et moi je pourrais dire ça non désolé je le prends pas, et Hachette va dire on le prend, on va le vendre, on sait le vendre, on peut le vendre. Donc voilà, c'est très très particulier. Nous on fonctionne comme ça, et en plus à chaque fois on fait des fiches de lecture, que la réponse soit positive ou négative, pour dire aux gens voilà nous ce qu'on a trouvé dans votre manuscrit, voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit non, ou voilà pourquoi on vous dit oui, et quels sont d'après nous les points à voir, à travailler ensemble lors du travail éditorial. Voilà comment on fonctionne. Est-ce que s'il y a oui, il y a un travail à... Toujours. En fait, aucun livre, aucun manuscrit n'est publié tel quel. Jamais. C'est impossible. Ou alors vraiment c'est que le manuscrit est extraordinaire et qu'il y a rien. Parce que déjà il y a tout le travail de mise en page à faire. Il y a toutes les corrections. Il y a le travail éditorial, en fait, c'est quoi ? C'est un travail sur le texte, autant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire qu'on va dire, ça j'aime bien cette action, mais tu pourrais le dire autrement. On fait des coupes dans le texte, on demande à l'auteur ça, il faut vraiment que tu me le développes. Par exemple, Anthony, dans son tome 1, il avait un personnage
Elle faisait une brève apparition comme ça. Je lui dis non, Anthony, c'est pas possible. Elle, je veux savoir je veux savoir qui c'est, je veux savoir d'où elle vient. Je veux tout savoir d'elle parce qu'elle m'intéresse. En tant que lecteur, quand tu lis le truc, tu dis ça c'est un point intéressant. Donc voilà. Tu veux te moucher, David ? Non, c'est bon. Donc le travail éditorial, c'est vraiment un travail de travail du texte, mais en tant que tel. C'est-à-dire, je revois les personnages, je revois les actions, peut-être le temps. Par exemple, Anthony, au début, il l'a écrit, le texte était à la 3e personne. Je lui ai dit non, on va faire de la première personne et tu vas me mettre 4 personnages qui parlent à la première personne. Et là, il m'a regardé, il m'a fait c'est pas possible. Pourquoi j'ai signé dans cette maison? Voilà. Donc, en fait, le travail éditorial peut changer beaucoup de choses dans un livre, vraiment beaucoup de choses. Comme pas beaucoup de choses. Par exemple, Pierre, c'est polar. Je fais pas beaucoup de modifications. David non plus, je fais pas beaucoup de modifications parce que c'est pas du tout le même style d'écriture déjà, c'est pas les mêmes structures, c'est pas du tout la même façon de penser. Et surtout, souvent c'est du polar, donc je peux pas dire non, tu me mets pas ça là et tout, parce que c'est réfléchi normalement. Ça tient la route, je le sais à la fin de la lecture. Mais voilà, et en plus en fonction du genre, en fonction de l'auteur, le travail est pas du tout le même. Il y a des auteurs, je vais m'attarder à corriger de l'ortho et de la typo tout le temps. Et il y a des auteurs, je vais lire le texte, je dis non, ça tu peux couper, tu l'enlèves, c'est trop long, et c'est tout. Voilà, c'est vraiment très différent d'un auteur et d'un genre à l'autre. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, Camille? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ouais. Moi, c'est par rapport au livre de poche avec Catherine. Ouais, non, dites-moi. Est-ce que, je dirais une bêtise, peut-être un de vos livres, il peut sortir, que vous éditez, il peut sortir en poche? Alors, comment ça se passe, quoi? Comment ça se passe? Je vais tout vous dire. Alors, le livre de poche a plusieurs particularités. Donc, c'est un petit format déjà. Oui, et qui, c'est pratique. Non, mais je suis d'accord, c'est très pratique. Alors, au début, moi, je m'étais dit, on va faire des livres de poche nous-mêmes, ça va être génial. Sauf qu'en impression à la demande, en fait, moi, je paye le prix du livre par page. Donc, si je réduis ma taille de livre, j'augmente mon nombre de pages. Et donc, au final, je me retrouve avec un livre de poche qui coûte plus cher que le grand format. C'est complètement aberrant. Donc, c'est financièrement pas possible. Donc, comment on fait pour passer d'un grand format qui coûte entre 18 et 24 euros en fonction du nombre de pages et tout ça, à un petit poche qui en coûte 8, 9 maximum? La solution est simple, en fait, vous vendez vos droits à des maisons qui sont spécialisées dans le poche et qui ne font que ça. Donc, par exemple, Poche, Pocket, ils ne font que ça. Donc en fait, ce qu'ils viennent faire, ils viennent vers les maisons, ils leur disent voilà, moi je veux racheter les droits de ce livre-là. Donc c'est du rachat de droits, tout simplement. Donc ils arrivent les droits à la maison d'édition. Ils rachètent les droits, ils disent voilà, je rachète les livres, je rachète le droit de ce livre pour X euros. D'accord? Donc ils versent. Alors il y a différents fonctionnements. En fait, par exemple, Pocket vient me voir, il me dit voilà, je veux faire les nocturnes sur en poche. Très bien, moi je suis très contente, j'ai la banane, c'est génial. Pas de souci, on va faire ça ensemble. Donc il arrive, ils me font un super contrat de 20 pages à lire, en police 7, et ils me disent ok, très bien, signez en bas. Je dis, on va pas signer, on va regarder, on va lire le contrat, on va voir tout ce qu'il y a à dire. Donc en fait, quand on cède les droits d'un roman, on ne cède les droits du roman que dans le format poche, quand ça concerne un livre de poche. Quand on signe par exemple pour un audiolivre, ce qu'on a fait, donc on a des livres qui sont des audiolivres aujourd'hui, on dit je cède les droits que pour l'audiolivre, d'accord? Donc c'est une cession de droits qui est parcellaire. On ne cède pas le livre comme ça en disant vous avez tous les droits dessus. Non, non, vraiment on cède pour des formats très particuliers. Donc on dit ok, format poche, parfait. Ensuite il dit voilà, vous toucherez tant de pourcentage, donc ça c'est eux qui déterminent, c'est un jeu de négociation, sur les ventes que nous ferons des poches. Ok, très bien. Et si les négociations se passent bien, et la plupart du temps, normalement c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans les contrats, on vous verse un avaloir. C'est-à-dire voilà, on vous rachète. On pose une option sur le livre en disant voilà, vous allez toucher 500, je vous paye aujourd'hui cash 500 € pour avoir les droits en option posés sur ce livre-là. Donc vous n'avez pas le droit de le vendre à qui que ce soit d'autre pendant la période pendant laquelle moi je développe le poche. Et à partir du moment où le poche est en vente, vous touchez les droits sur les pourcentages comme on en a parlé avant. Donc il y a les avaloirs et il y a les droits. Donc l'audiolivre c'est la même chose, ça se passe exactement de la même manière. Donc on fait comme ça, c'est très bien, et donc après moi je signe, et c'est parfait. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que moi du coup j'ai touché 500 € par avaloir, très bien, mais cet avaloir il n'appartient pas à la maison, enfin il n'appartient pas qu'à la maison. Moi derrière, je suis obligée de faire signer un avenant à mon auteur, en lui disant voilà, la maison va toucher 500 €, et sur on va dire la négociation des droits, que ce soit pour l'audiovisuel, pour les films, pour l'audio, pour les audiolivres, ou pour les formats autres,
soit les pourcentages sont déjà préécrits dans le contrat initial que j'ai passé avec l'auteur, en lui disant voilà, si moi je te trouve quelqu'un qui rachète tes droits, tu toucheras tant, ok. Soit ce n'est pas écrit, et donc du coup je dis à l'auteur, bah voilà, c'est la maison qui a fait les démarches pour, donc la maison touche par exemple 60% et toi 40% de la valoir, ou on fait moite-moite, tout dépend de la volonté de la maison, et sur les 20% que je vais toucher sur le prix du livre, toi tu toucheras tant de pourcentage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des maisons qui sont spécialisées en poche parce qu'elles ont, c'est un peu comme Amazon, elles ont le modèle économique qui leur permet de supporter le fait de faire des livres à ce prix-là. Voilà. Et elles, du coup, elles impriment vraiment en masse, ce qui leur permet de réduire considérablement le prix d'un livre unique à l'impression. Elles font pas de l'impression à la demande, pas comme nous, clairement pas. Et du coup, elles s'en sortent comme ça. Voilà comment ça se passe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez combien d'auteurs en fait Aujourd'hui, on en a 28 et on a une 60aine de romans. Voilà, et on en publie à peu près 2 par mois maintenant. Fait un sacré rythme de lecture. Mais au final, je me rends compte, ça fait une vingtaine de livres par an, ce qui est rien par rapport à certains lecteurs où j'en vois, ils en dévorent 20 dans le mois, quoi. Mais moi, je passe 1 ou 2 mois sur chaque livre à corriger. Le travail éditorial, c'est vous qui le faites ou vous avez des collaborateurs? Non, c'est moi qui fais tout. Je fais le travail éditorial, je fais les corrections, je fais la communication, je fais les couvertures, je fais la compta, l'administratif, voilà, je fais tout. Et dans des grosses maisons d'édition, il y a des... Dans les grosses maisons d'édition, il y a des métiers pour tout. Il y a le maquettiste qui fait la mise en page, il y a le graphiste qui fait la couverture, il y a le correcteur professionnel, il y en a souvent 2 ou 3 qui passent à la suite, il y a l'éditeur qui lui va valider, ensuite il y a l'éditeur de collection qui lui ne s'occupe que des collections. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la personne qui est en charge des réseaux sociaux, on a la personne qui est en charge du marketing qui est complètement différent des réseaux sociaux, la personne qui est en charge des PLV qui sont les points de vente, qui sont par exemple, vous allez en librairie, vous voyez des trucs en carton avec le livre dessus et tout, ce qu'on appelle des PLV, il y a des gens qui ne font que ça, des gens pour tout, il y a des gens qui font que les bandeaux, voilà, il y a un nombre de métiers incalculables derrière la production d'un seul livre. Voilà. Moi j'ai tout condensé, on parle plus. Moi, j'ai juste une dernière question. Allez-y. Si on voulais découvrir, je peux le parler pour moi, c'est un peu tard, le métier d'éditeur, etc. Ouais. Vous donneriez quel conseil faire quel type d'expérience allez, bon, tout à l'heure vous disiez les grandes leçons d'édition, ça n'a pas été... Ouais, mais c'est très personnel. Ou en fait il faut un peu y aller au culot Alors tout dépend. Si on veut vraiment faire son métier et tout, il y a des écoles qui existent aujourd'hui pour devenir éditeur, pour travailler dans le monde de l'édition. Il y a vraiment des écoles qui existent. Voilà, il y a des écoles en alternance aussi, donc c'est très bien, ça donne vraiment une vision professionnelle du métier et c'est top. Après, si on veut vraiment se renseigner et voir, nous je sais que dans la maison sur Instagram, on a fait des vidéos sur la lecture d'un contrat, comment ça se passe le relationnel avec un auteur, ce genre de choses. Mais après, c'est très propre au fonctionnement de la maison, je parle vraiment que pour ma maison et pas pour les autres. Ensuite, c'est d'y aller peut-être au culot et de poser des questions en fait, aux éditeurs, aux maisons indépendantes, leur dire voilà, je vous suis, vous savoir un peu comment ça fonctionnait et tout. Souvent, les gens, ils aiment bien parler de ce qu'ils font, de comment ils le font, parce que voilà, souvent ils en sont fiers et ça leur fait plaisir, sinon je ne serais pas là ce soir. Voilà, et ça flatte leur ego. Et donc du coup, non, voilà. Donc franchement, y aller au culot. Les grosses maisons ne répondront jamais, évidemment. Les grosses maisons, c'est souvent très opaque. Moi, j'ai fait pas mal de recherches pour voir un peu au début comment ça marchait, etc. J'ai trouvé 0 info parce qu'ils en donnent pas. En plus, aujourd'hui, avec Hachette, Edilivre, Editis qui rachètent absolument toutes les maisons, c'est un peu compliqué aujourd'hui de se renseigner pour avoir des infos. Mais ouais, plus aller vers les petites maisons, les maisons d'édition indépendantes, même vers les auteurs directement, qui souvent disent ce qu'ils pensent librement de la maison, parce qu'en fait, l'auteur a un statut un peu particulier. Ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un client. C'est quelque chose à part qui de temps en temps vient nous embêter en disant coucou, j'existe, il faudrait faire ça comme ça, il faudrait faire ça comme ça. Voilà, donc l'auteur souvent peut dire sera beaucoup plus ouvert à la communication sur sa maison que les grosses maisons. Voilà, il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui sont édités chez Hachette et qui sont dispo sur Instagram et qui parlent de leur expérience et tout. Voilà, donc plus ces gens-là, de préférence. On peut toujours tester le stage chez Gallimard, je ne conseille pas, mais c'est très particulier. Le stage chez Beta Publisher, donc vous contactez Camille sur les réseaux sociaux, vous envoyez un CV, une lettre de motivation avec un QR code. Et merde.
Oh non, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis Paris, nous voilà. Voilà. Indeed. Paris. Merci beaucoup, Bah, de Camille. rien. Après, Merci si vous à avez d'autres vous. questions, et Oui. tout, moi, je suis juste en face. Je suis pas loin. Faut toujours me rattraper. Sinon, sur les réseaux sociaux, Instagram. Avec grand plaisir, je réponds à toutes les questions. Voilà. Bah, merci à vous. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.